ça qu'on avance. J'avais une question avant de vraiment rentrer aussi dans le sujet, mais qui n'a aucune idée de ce que c'est qu'une option? Ah, ça, c'est bien, c'est pas mal. Qui connaît bien les options? C'est quoi bien? Moi, je connais, mais sans en faire. Et difficile de fixer le niveau de bien connaître. Qu'est-ce que c'est qu'une volatilité implicite? Qu'est-ce que c'est qu'une volatilité implicite? Bon, ça comprend. Ouais. Non, mais si je te dis c'est un triangle, par exemple, hein, triangle, achat ou la vente? Vente. Les deux. Souvent, les gens vendent. Oui, achat, call, achat. Ouais, ça c'est l'achat. Oui. Et dans le vente? En foot, non, full. Ah, d'accord. Tu vends jamais l'option? Non, parce que je ne connais pas encore assez. La base, bien, la base, c'est le vendeur gagne toujours. C'est l'assurance. Condition de faire son boulot aussi. À condition d'avoir derrière potentiellement une gestion active. Bon, ça, on ne va pas rentrer dans des considérations hyper techniques. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'on discute et vous posiez des questions, que vous leviez peut-être des évidences qui n'en sont pas, ou qu'on essaie de désamorcer certaines idées qui sont peut-être fausses, j'en sais rien. Voilà, on va essayer de vulgariser un peu les choses. Donc, les options, si vous voulez, c'est à la base, c'est le call, le put, le droit d'acheter, le droit de vendre. Et à la différence d'un marché d'émetteurs, le marché d'émetteurs, ce sont les marchés turbo, barrant, etc. Vous ne pouvez, regardez, tout à l'heure, j'ai dit, c'est les vendeurs qui ont toujours raison, qui gagnent à la fin. Eh bien, l'émetteur vend le droit d'acheter, il vend le droit de vendre. Et vous n'avez pas le droit de vous le vendre à l'écoute. Vous achetez le droit. Alors, c'est fait pour des gens qui n'ont pas forcément, évidemment, l'expérience de la vente à découvert, et aussi, c'est pour un accès, si vous voulez, facile à pour tous. Parce que c'est sur Euronext, sur un compte classique, vous pouvez acheter un turbo. Tandis que si vous faites des dérivés, comme les futurs, comme les options compagnie, Euronext, eh bien, il faut ouvrir ça peut être le même compte, mais il faut ouvrir des accès particuliers. Il faut ouvrir il y a des papiers à faire. Des demandes d'accès à ces marchés parce que c'est spéculatif, parce que vous déclarez que vous êtes conscient des risques que vous prenez, etc. Bon, donc, vous avez le droit d'acheter et vous avez le droit de vendre. C'est-à-dire qu'en fait, vous vous retrouvez dans la position de n'importe quel market maker. Voilà. Alors, c'est fantastique. Les taux d'intérêt appliqués sur ces marchés sont les taux interbancaires. Vous payez les mêmes taux normalement que les banques. Alors, sur les turbos, vous avez des taux qui sont un peu des commerciaux. J'ajoute une petite commission. Bon, c'est normal tout ça. Hein. Et sur les marchés centralisés, c'est des courtages extrêmement modérés. C'est facile d'acheter, c'est facile de vendre. Le problème, c'est que c'est tellement facile que les gens, moi, de toute façon, c'est ce que je m'aperçois depuis toujours. Hein, pour constater ça, ceux qui perdent de l'argent, c'est ceux qui en contrôlent. Voilà. Donc, il faut être conscient qu'on travaille des dérivés, on achète un petit pourcentage de la valeur nominale de quelque chose, et il faut que vous preniez conscience que c'est quoi le nominal que je suis en train d'acheter potentiellement ou vendre potentiellement quand j'achète un call pour 500 €, par exemple. J'investissais 500 €, 50 points, par exemple, d'indice CAC 40. L'indice vaut 7009. Un contrat, ça fait 79 000 € pour 500 € du call, par exemple. Il y a ce qu'on appelle un gearing important. Le gearing, c'est l'effet de levier entre la somme que vous avez dépensée et celle que vous mouvementez potentiellement. Après, moi, ce que je me suis aperçu, c'est que les gens perdent de l'argent aussi parce qu'ils ne connaissent pas forcément tout bien les règles. Dans les options, il faut absolument, et moi, quand je forme les gens, parce qu'on fait des formations options, il faut comprendre la gestion de la couverture. Voilà, c'est primordial, comprendre comment la couverture peut évoluer
prendre conscience qu'un jour, on peut vous demander sur une position tranquille de couverture, mais à la position que vous avez, si jamais je dis que ça tourne mal, pas forcément, vous êtes un petit peu moins bien parce que on s'approche de votre strike, par exemple, qui a un prix d'achat potentiel du marché. Par exemple, là, on est à 7900, à peu près, 7900 mais vous achetez le taux de 8000. Bon, ben, si on est à 7007, on est loin de 8000, mais si on est à 7008, on est plus près. Si on est à 7009, on est plus près. Si vous l'avez vendu, plus vous allez vous approcher, plus on va vous réclamer la couverture. Et cette variation de couverture peut être mortelle. À un moment donné, si vous n'avez pas la couverture à apporter, ben, vous listez. Voilà. Donc, il faut prendre beaucoup plus que ce qui est réclamé par les autorités. Parce qu'en fait, au départ, c'est fait pour les professionnels. Donc, au départ, c'était les banques, etc., les organismes de gestion. Donc, ils peuvent envoyer 100 millions comme qui rigolent. L'exemple d'avant, c'est au tout début des marchés options, c'était LTCM. C'est un fonds qui était géré par une nouvelle économie, machin, et ce fonds, à un moment donné, il saute. C'est-à-dire que le marché est défavorable, ils sont à l'agonie. La question se pose pour les actionnaires. Alors, les actionnaires, c'était facile, c'était des banques. Il y avait 4 milliards de francs. C'était des banques, 4 milliards de francs. Hein. C'était en 80, dans les années 90. Et les banques, ben, ils ne sont pas bêtes, quand même, ils sont des experts. Ils ont dit ben, il faut mettre la couverture et on va attendre que les volatilités diminuent, on va attendre que ça se calme. Si on se fait sauter ce caisson là, à cet instant T, souvent quand les gens sont liquidés, ils disent il suffit de liquider au pire moment. Ah bah oui, hein, tu ne fais jamais liquider quand ça va bien. Hein. Donc, c'est évident que c'est toujours au pire moment. Et surtout dans des situations un peu extrêmes, tendues, vous avez des volatilités implicites qui ont un impact très fort sur le prix d'option. Et donc, LTCM était en situation de sauter, les banques ont ramené de l'argent, ils ont attendu, la volatilité a diminué, les choses se sont calmées, le marché a pu faire ça, mais ils avaient la couverture, et à la fin, ils ont gagné de l'argent. Mais tout le monde n'a pas X millions à ramener à l'instant T ou doubler ou tripler sa couverture. Moi, j'ai connu ça pendant il n'y a pas si longtemps, en 2020, quand il y a eu l'effondrement des marchés en mars 2020. Moi, j'ai ramené la couverture pour être tranquille. Et en fait, je prévoyais toujours de ramener la couverture bien avant d'avoir les emmerdements. Parce que sur ces marchés, il y a une chose pour laquelle il faut vraiment que vous soyez attentifs et conscients, c'est-à-dire que votre compte ne doit jamais être en défaut de couverture d'un euro. Dès que vous ne pouvez pas dire, enfin, ça dépend des courtiers, mais moi je sais que par exemple que Interactive Brokers, ils sont très carrés, alors ils sont à 17h30, tu n'as pas la couverture, tu es liquidé. La seule chose qu'ils ont fait, c'est en mars 2020, c'était sur le pétrole, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette affaire. Et je peux vous raconter, c'est très drôle parce que sur les options, ça fait très très mal et sur même tous les marchés. Mais en fait, si vous êtes en défaut, même à 13h, je sais que PRT, Interactive Brokers, ils attendent quand même 7h30, je crois. Encore dans la journée, vous voyez, votre compte il est débiteur, c'est un peu spécial. Parce que parfois, comme quand les marchés sont un peu fous, il n'y a pas forcément des contreparties spontanées. Et donc, il y a des prix très larges et les calculs de couverture sont faits sur les bids et les astres. Et quand il n'y a rien, il tape dans le vide. Et quand il reste un prix très loin, alors quand il tape dans le vide, c'est pas grave, parce qu'il ne dit rien. Et quand il y a un prix très loin, qui ne correspond à rien, alors que le vrai prix devrait être là, ben, il fait son calcul par rapport à ça. Et là, il vous demande une couverture gigantesque. Donc, il faut toujours prendre ces précautions et amener la couverture avant le potentiel emmerdement qui peut arriver demain matin ou après-demain. Voilà. Et ça, parce que vous devez amener l'argent instantanément. Et quand vous êtes Jean-Luc Mussac ou Pierre-Paul Jacques, vous êtes dangereux quelque part, parce qu'on n'a pas l'argent infini comme, comme une banque. On ne peut pas ramener, enfin, moi je ne peux pas ramener quelques millions d'euros en 2 jours. Une question d'ordre. Question des candidats.
Année l'argent instantanément. Oui. Virement bancaire, oui, ça prend un centaine. Moi, les virements bancaires, moi, quand j'en fais là, chez Interactive Broker, ça me prend une journée. Oui, c'est ça. Bah, je fais mon virement maintenant, il me crédite le lendemain matin. Parfois, c'est arrivé que le crédit soit immédiat. Instantanément. Donc, très bien. C'est pour ça que je vous dis, il faut prendre des choses. Il faut prévoir les emmerdes. Voilà, c'est ça. Moi, si vous voulez, je prends beaucoup de marge. Et si je vois que la situation pourrait être critique, avant même qu'elle soit critique, je veux un matelas de sécurité. C'est pour ça qu'au minimum, je dis aux gens, ayez le double. Le problème, c'est l'effet de levier. C'est-à-dire qu'un effet de levier sur un marché dérivé, c'est 10. D'accord? Potentiellement, c'est 10. Un effet de levier supérieur à 2, si vous laissez porter, vous prenez déjà des risques. À 3, c'est dangereux. À 5, vous êtes mort. En fait, vous avez en face de vous des trucs qui sont amenés à bouger d'une certaine manière. C'est à vous de regarder ce truc que j'ai en face de moi. C'est quoi cette capacité à bouger? Au mois de mars 2020, en pleine panique, c'était 10% dans la journée. Bon, si vous avez un effet de levier de 3, beaucoup 3, ah oui, 3 c'est 30%. 30% plus la marque, plus la couverture qui augmente, plus, vous explosez. Parce qu'il ne vous reste pas grand-chose pour couvrir toujours la même position qui augmente dans son niveau de problème. Alors, moi, je dis aux gens, écoutez, sur les dérivés, si vous faites l'intraday, pas dépasser 3, mais moi, je vous conseille 2, 1,5, 2, parce que si vous travaillez bien, franchement, les volatilités des marchés sont importantes. Et comme il n'y a pas de frais sur ce niveau, quasiment pas, hein, enfin, je ne sais pas, je peux payer sur les options, sur les futurs, je crois que vous ne payez pas grand-chose. Ouais. Donc, les gens, ils en font trop. Moi, de toute façon, chaque fois, c'est ça. Moi, les gens, ils en font trop. Mais ça m'est arrivé aussi, hein, je ne vous dis pas le contraire. Moi, à une époque, quand j'avais pas de sous, de toute façon, j'ai joué à fond la caisse. Hein, et je risquais de perdre ce que j'avais. C'est-à-dire, à l'époque, c'était 10, 20 000 francs, enfin, 50 000 peut-être. Allez, j'ai joué comme un coup, je ferais 100 000, mais après, quand j'ai fait mon premier million, on va dire, là, je me suis vraiment calmé. Et j'ai mis du temps parce qu'à chaque fois, je gagnais avec 10 000, je faisais 100, et puis je les reperdais parce que, qu'à moi, tu te dis, mais bon, faut ça gire un petit peu, quoi. Enfin, oui, parce qu'en fait, ce qui se passait, c'est que la vol augmentait, la vol naturelle, sa capacité à bouger de ce truc-là. Et aujourd'hui, ben, les effets de levier sont dangereux, sont très dangereux. Bon, voilà. Donc, il faut vraiment, si vous vous intéressez à ces marchés, travailler sur la couverture. Ça, c'est l'aspect pratique, pur et dur, etc. Voilà. Ça, et avoir toujours une marge. Et moi, si vous démarrez doucement, je ne m'arrête pas. Je parle en vente à découvert surtout, hein, de 2. Quoi. Et si vous jouez des achats d'options, bah, dépassez pas 5% de votre capital. Alors après, quand on parle comme ça, c'est très théorique parce que moi, par exemple, imaginons que j'ai un compte, 1 million. Mais dans ce compte-là, j'ai de l'air liquide, du Bouygues, des titres, tout ça. Et en fait, je vais travailler tout simplement sur 1 million avec 200 000. Mais quelque part, donc mes 200 000 vont me servir de jouer sur les futurs un petit peu et options. Bon. Mais je vais peut-être faire un peu plus que 3 fois 200 000, puisque j'ai déjà 5 fois en capital global. Donc si j'ai un pépin, bon, je sais que je peux vendre quelques titres au comptant, ça ne va pas disparaître du jour au lendemain, et surtout si c'est des belles boîtes. Et puis, hop, voilà, je mets les barbelés, comme on dit, et puis j'attends que ça passe. Quoi, voilà, donc ça dépend si vous jouez avec 200 000 et vous avez 10 millions en monétaire à côté, bah, vous pouvez jouer, à la limite, si vous jouez 5 fois 200 000, je peux le comprendre. Sur pareil, ça dépend de la globalité de l'argent qu'on possède, de sa capacité à ramener l'argent sur le compte en question, encore une fois. Sûr, que vous ayez de l'argent à côté, ils s'en fichent hein, chez Interactive Broker, que vous ayez de l'argent chez, je ne sais pas moi, Crédit Agricole ou je ne sais qui, ils s'en foutent. Hein. Quand on parle de couverture, de remettre de l'argent, etc., c'est si on veut garder. Oui, bien sûr.
Évidemment, si on coupe sa perte, Ouais. bon, bah, on va les démarrer. Le problème des options, c'est que quand vous coupez une perte, très emmerdant. Pourquoi? Parce que quand tu es vendeur, souvent, quand tu vas avoir des problèmes, c'est quand ta volatilité va augmenter. Souvent, c'est à la baisse. Toi, tu as vendu un bout, par exemple, comme en 2020. C'est vraiment ce qui s'est passé. Moi, en fait, en novembre, fin novembre 2020, j'ai dit, barrez-vous. J'ai expliqué pourquoi. Parce que le journaliste, pourquoi vous dites ça? Qu'est-ce qui se passe? En novembre 2020 ou 2019, pardon. Tu as raison, merci. En 2019. Je dis barrez-vous, et parce qu'il y avait un marché qui était construit d'une certaine manière qui disait que c'était un château de cartes qui pouvait, avec un effet domino potentiel extrêmement destructeur. Parce qu'on travaillait les vols à 10 à 10, il y avait une complaisance terrible, les mecs, ils savaient plus quoi faire, ils vendaient des poutres en disant c'est pas grave si ça baisse, de toute façon ça vaut 6 000, moi à 5 008, ça m'intéresse d'acheter. Le problème, c'est quand on va à 5 008, c'est qu'il y a un problème. Et là, ça ne les intéresse plus d'acheter. Ça les intéresse d'acheter à 5 008 quand ça vaut 6 000, à toute chose égale par ailleurs. Et si on est à 5 008, c'est plus à toute chose égale par ailleurs. C'est qu'il commence à y avoir un problème quelque part. Et du coup, si vous voulez, ça a créé un effet domino très important. Et c'est ce que je décris sur BFM depuis maintenant 2 mois. Si je leur dis, mais là, il n'y a pas de. Je crois que c'est quand même une leçon qui a été assez violente, assez forte. Les marchés sont construits très solidement. C'est-à-dire que les clients finaux, tels que nous, de fonds, etc., sont plutôt acheteurs de implicite, acheteurs d'options, plutôt que vendeurs d'options. Il y en a plein aussi qui maintenant ne font que du spread. Ils vendent un peu, mais ils en rachètent un peu loin, par exemple. Vous voyez, les possibilités. Ils sont couverts, on va dire. Et c'est pour ça que dès que tu es couvert, tu n'es plus vendeur potentiel. Ce qui compte dans l'impact d'un marché, c'est un acheteur, c'est quoi? J'en dis, c'est quelqu'un qui pense que ça va monter. Ce qui compte, c'est son moque. Un acheteur, c'est un vendeur potentiel. En fait, c'est qu'est-ce qu'il est potentiellement? C'est quoi? En fait, il est vendeur potentiellement. Et s'il est couvert, il est plus vendeur. C'est pour ça que le marché ne baisse pas. Et aux États-Unis, on retrouve ces phénomènes. Hein. On retrouve ces phénomènes qui font que le marché n'arrête pas de monter. C'est du délire. Et à un moment donné, il va falloir un catalyseur puissant. Alors, il y a juste reprendre ce que vous venez de dire, c'est pas. C'est-à-dire un acheteur. Un acheteur et un vendeur, très bien. Les marchés ne baissent pas. Alors, quand les investisseurs sont couverts, si moi, par exemple, je suis acheteur, et j'ai acheté le droit de vendre, j'allais acheter mon droit pour 3 mois. Et bien, pendant 3 mois, comme j'ai acheté mon assurance, ma position ne m'inquiète pas. Si le marché baisse, je vais faire jouer mon assurance. C'est-à-dire que l'achat du put, ça s'appelle un put, une option de vente, ça tout le monde le sait, hein. Donc, l'achat du put nous couvre sur le plan technique, je suis couvert, ma perte est limitée, c'est important. Et du coup, sur le plan psychologique, au lieu d'être passif, subir le stress, au contraire, je suis peut-être en train de me dire, tiens, mais moi, je vais racheter à un moment donné, je vais être plutôt un attaquant qu'un défenseur. Ça change tout. Je ne vais pas appuyer sur le bouton vente, et je vais peut-être même appuyer sur le bouton achat. Donc ça, c'est très important. Et les options vous permettent de vous protéger en permanence. Alors, il y a évidemment des théories. Hein. Là, par exemple, je vous ai mis des options CAC 40, parce que tout le monde connaît le CAC, sur l'échéance décembre. Le marché vaut autour de 7850. Vous voyez, on est à peu près à 14. Alors, je n'ai pas mis les dividendes là encore. On est à peu près autour de 14,15 de volatilité implicite. 14,15, ce n'est pas 10. Quand nous étions en novembre 2020, on était à 10. Je vais une petite expérience comme ça. Regardez, je prends l'option. Par exemple, le call 8000. D'accord? Donc, le call 8000, c'est celui-là. Je vais faire price trade. Donc, vous avez ce call, il vaut combien? 167? Imaginons. Là, vous êtes sur la plateforme Interactive Broker? Non. C'est pour arrêter? Non. Hein? C'est quoi? Alors, ça, c'est une société qui s'appelle Axial, avec qui j'ai développé le logiciel option. En fait, je cherchais à l'époque une boîte qui
boîte, vous voulez bien faire un logiciel, c'est le seul qui existe vraiment, qui permet de faire des choses fantastiques. Alors, ici, vous voyez, par exemple, j'ai une valeur implicite à 14,24. Vous avez entendu parler, vous voilà combien déjà 20, c'est ça. 20, ça commence à être fort, mais vous savez que pendant le crash, on est monté à vol à 50. Sur les extrêmes, on est monté, enfin sur des options out, on est même monté à 70, 80, c'était. Mais on va s'arrêter à 20. D'accord? Si ici je mets 20, vous avez vu, j'ai fermé le cadenas. Ça va me garder mes prix. Je mets 20. Donc, combien vaut mon option? Là, pour l'instant, je n'ai pas fait l'entrée. 167. Combien vaut? 256. C'est-à-dire pour la même chose, Après, ça 167, elle vaut 256. va. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la théorie justement des options dit quoi? Dit qu'on doit monter des stratégies à l'achat en basse volatilité et à la vente en haute volatilité. LTCM avait vendu en haute volatilité. Le problème, c'est que la volatilité a continué de monter. On ne sait pas où ça va s'arrêter parfois. Ben, moi aussi, hein, j'ai fait cette erreur 10 fois. Hein. Mais tu peux faire cette erreur parce que c'est humain. Enfin, d'abord, la bourse n'est pas une science exacte. Il faut l'accepter. Par contre, il y a quand même des choses à respecter. Ou en tout cas à gérer par anticipation. Encore une fois, la couverture. Et cette volatilité implicite, prendre conscience de l'évolution du prix est une chose. Okay, mais je pense que vous en avez tous conscience que là, on est à 7008. Si je vous dis, je vous parie qu'on sera à 6006 dans 6 mois, ben vous vous dites pourquoi pas. Je vous parie qu'on sera à 8005 dans 6 mois. Vous allez vous dire pourquoi pas. Mais si je vous dis on sera à 32 vols dans 6 mois, déjà c'est plus compliqué à comprendre par des gens qui ne sont pas forcément initiés sur les options. De quoi il me parle là? Pourquoi 30? Oui, mais c'est la chose la plus importante. Souvent, ce que moi je dis en bourse, c'est ce qui compte, c'est pas où on sera, c'est par où on passe. Donc, s'il y a des moments, ben oui, là sur le marché américain, rappelez-vous, fin mars, on était à 6100. Là, on est à 6006, mais on est passé par 4008. Donc, à 4008, celui qui était un petit peu vendeur de poutres, il est mort. Hein. Pas le temps de dire ouf, il est mort, hein, celui-là. Ah oui. Vous avez plus de 2000 points de baisse. 2000 points, ça fait plus de 30% de baisse. 30% si vous êtes en coefficient 2, même plus la couverture. Mort. Ah, 2 de couverture, à 2 d'effet de levier, foutu. De toute façon, quand vous vous retrouvez avec 20% de votre mise sur le compte, vous vous dites, je suis foutu. Quoi. De toute façon, est-ce que vous allez tenir la reprise? Non, c'est une utopie. En plus, les options ont des durées d'échéance. Souvent, on va jouer sur des courtes échéances en tant que spéculateur. Alors, la courte échéance, ça peut être le jour, la semaine, le mois. Il y a aujourd'hui en bourse, sur le marché américain, une activité sur les options jour, en permanence. Et là, vous avez une position de fou furieux. Pourquoi croyez-vous que les marchés souvent montent à partir de 21h30? Les options. Ils viennent tirer ou casser le marché pour des options. C'est pour ça que c'est important de le comprendre. Parce que si vous ne comprenez pas le fonctionnement des options, vous n'allez pas bien traduire ce que vous observez du comportement des actions dans leur globalité, des indices. Il y a des choses où vous allez vous dire c'est anormal. Oui, c'est anormal fondamentalement. Mais il y a une raison technique. Il y a une raison qui est en fait la construction de ce marché. Si par exemple les forces de conviction, c'est des gérants qui achètent, ou des gérants qui vendent,
Les géants, ça peut être vous et moi, hein, les investisseurs. S'il y a une idée forte, ils vont acheter avec des programmes tous les jours, etc., des flux qui rentrent, qui s'investissent. Bon. Mais s'il n'y a pas ça, automatiquement va émerger tout ce qui est dérivé, arbitrage, position d'arbitrage entre options et futurs, spéculation. Hein. Et là, souvent les gens disent, mais c'est quoi ce truc? Même moi, je me le dis, c'est pas vrai, quoi. On sait que c'est possible, ils le refont, quoi. Enfin, c'est incroyable. Et ça, c'est en ce moment, comme il y a tellement de force de conviction, à part aux États-Unis, sur la thématique IA, et pour le reste, bon. Mais l'IA entraîne aussi, il y a tout un truc qui va faire que c'est du délire, quoi. Et j'ai un pote qui m'a dit, il faut acheter de l'Intel. J'ai rendu trop vite. Broadcom, c'est pareil, j'ai acheté à 140, j'ai vendu à 160. Ça vaut 300 balles. On ne peut pas imaginer des mouvements comme ça, c'est difficile. Les éternels regrets, la bourse. Et bien sûr. Bon, puis après, faites attention, quand vous travaillez sur ces marchés-là, la parité euro-dollar est importante. Puisque vos gains vont être amplifiés si l'euro porte bien, mais ils vont être. Si vous gagnez des dollars, vous pouvez en récupérer moins ou plus. Et si vous en perdez, par exemple, là, celui qui a perdu de l'argent ces derniers jours en dollars, s'il a perdu 10%, mais le dollar a baissé de 2, bon, ça équilibre un peu. Enfin, ça équilibre pas, mais ça diminue la perte. Donc, vous voyez, la volatilité implicite a un impact très important sur le prix théorique de l'option. Donc, la base, c'est de dire, on achète en basse vol et on vend en haute vol. Quand on dit ça, ça ne veut pas dire qu'on achète sec et on vend sec, mais c'est pour ça que je dis bien, on monte des stratégies à l'achat. Ça peut être des spreads, ça peut être donc des positions sur les hedgés. C'est-à-dire que j'achète une option, j'en vends une autre, etc. Vous faites aussi pas mal acheter des actions, enfin avoir des actions et vendre des options qui couvrent les actions. Ce qu'on peut faire, c'est par exemple, imaginez, ce qui se pratique beaucoup, c'est, les vous n'ayez pas de conviction directionnelle sur les marchés financiers. Vous allez sélectionner les 10 valeurs qui vous paraissent les plus à même de monter. Et vous faites du solide, hein, vous ne faites pas de bibliothèque. Hein. Je ne sais pas moi, il y a là, il y a un petit signal d'achat ce matin, Sartorius. Bon, là, non, parce qu'en bibliothèque, déjà c'est limite. Et il y a ce signal d'achat technique ce matin. Non, vous achetez Air Liquide, vous achetez Total. Vous dites, qu'est-ce qui pourrait monter Schneider, allez, 5 francs. Ce système un jour. Oui, mais elle ne pèse rien en CAC. Oui, pourquoi pas, mais, mais elle est pas mal, là. Elle commence à. Moi, je t'avais proposé un achat stop, je l'ai proposé Iris, là, dans ma dernière émission. J'avais proposé sur mon service de conseil action, ça s'appelle le trade du jour. Et je l'ai proposé sur l'émission que je fais avec la SG. Elle prend 4%. Elle commence à démarrer. Pas mal. Bon, donc vous prenez 10 actions les plus belles qui soient. Et vous vendez soit un futur, soit un call, si la volatilité est sympa. On a un call. Et qu'est-ce que vous allez jouer? Alors, le mot jouer est pas toujours bien perçu, mais vous allez investir sur l'idée que votre portefeuille va surperformer l'indice. Vous allez l'apercevoir avec le temps, on des calls sans arrêt. Sur le futur, hein, de l'indice, c'est-à-dire, vous vendez un futur, vous vendez le marché plus le taux d'intérêt sur la période. C'est important de. Et quand vous vendez vos calls, vous vendez le call au même prix. Tu vends ce que tu veux, après, il n'y a pas de. Non, mais je veux dire. Ça vaut 8000, tu peux dire, moi, je laisse un peu de marge, je vends le call 8002. Non, mais si vous faites une action, admettons, on va prendre Total qui vaut 50. On avait 100 actions Total, 50 en portefeuille. Si vous vendez un call sur Total, c'est un call 60 sur Total ou c'est un call 40? Enfin, c'est comment? Alors, déjà, ça dépend de ce que tu penses. Mais
là, on rentre dans des petites stratégies. Là. On va faire un truc. Non, parce que moi, ce qui m'importe, c'est le fait de volatilité dans le truc. Ouais. C'est quoi le problème de la volatilité? Si l'action baisse, ça augmente la volatilité de l'option que j'ai pris sur l'action. La vol monte, donc le marché baisse. Ouais. D'ailleurs, sur un tableau d'options, je vais vous montrer une chose. Je ne sais pas si vous avez. Vous voyez que à la monnaie, c'est la ligne qui est marquée là. Donc, ça va remonter un peu là. Alors, à la monnaie, la vol, évidemment, elle est identique là. Là, j'ai simplement, il faudrait que je mette le dividende sur la période de décembre, il doit y avoir une trentaine de points. Bon, pas très grave. En fait, c'est la moitié de ça. Quoi. Elle va se situer la vol autour de 14,8. Vous voyez que là, elle est à 17. D'accord? Vous voyez en haut? Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à l'instant T, le marché dit on est à 7850 et si le marché, dans un mois, par exemple, part vers 7450, eh bien, la volatilité à la monnaie eh bien, se retrouvera à 17. En fait, vous aurez simplement un décalage et le strike, ici par exemple 7450, sera à la monnaie avec la même vol. C'est ça qu'anticipe le marché. Vous voyez? Maintenant, qui me dit qu'on sera à la même vol? Peut-être qu'on sera plus, peut-être qu'on sera moins. Mais on appelle ça aussi le. Enfin, vous voyez, donc, comme le stress augmente à la baisse et que la vol augmente, vous voyez que là, la vol diminue et la vol augmente. L'idée, c'est elle augmente suivant une exponentielle forte, suivant une droite tranquille. Comment elle augmente? C'est en fonction de ce que nous pensons de la suite des événements. En fait, la volatilité implicite, c'est la volatilité anticipée pour la suite des événements, pour le futur. Alors, si on te dit, par exemple, là nous sommes en septembre 19, d'échéance. Si je vous dis, bon, d'ici la fin de l'année, on va parler de particulier. On attend peut-être, on craint des choses négatives, mais on va voir aussi la guerre en Ukraine qui s'arrête. Okay. Et si je vous dis, par exemple, le 10 décembre, il y a un référendum en France. Est-ce qu'on quitte l'euro ou pas? Waouh! Tout d'un coup, la volatilité implicite sur l'échéance du 10 décembre et juste après, elle va exploser parce qu'il y a une incertitude gigantesque, avec des conséquences gigantesques. Mais si vous l'annoncez tout de suite, ça, les échéances d'avant ne bougent pas non plus? Pas trop. Non, d'accord. Qu'est-ce que tu vas faire avant? Parce que c'est le 10. Ouais, ok. Alors peut-être que tu auras des nouvelles d'ici là. Tu auras peut-être des nouvelles. On va te faire un sondage en te disant on est à 40 pour le Frexit, 40, et 60 pour le fait qu'on va rester. Bon, la vol, elle est calme, mais si on dit le contraire, la vol, elle va augmenter. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que l'instant T, à cette annonce, le prix des options va exploser après le 10. Donc, dans votre analyse des marchés, moi je travaille beaucoup aussi avec ça. Je regarde les volatilités. Moi, si vous voulez, comme je suis depuis que ça existe, il n'y a rien d'extraordinaire. Après, j'ai le de moi, si vous me dites à combien monter la volatilité implicite, toujours des attentats de Londres, de Madrid, en septembre, je l'ai en fait. Point près.
Londres, je me souviens bien, Madrid aussi, c'est monté à 23, c'est redescendu à 14 l'après-midi. C'est délire. 2 fois. Mais, donc, en observant ce qui est anticipé, tu peux en tirer des conclusions sur l'état psychologique du marché. Et vraiment, à quoi s'attend le marché? Ça ne veut pas dire que ça peut être à quoi, qu'est-ce que redoute le marché? Alors, si le marché, par exemple, avec 14 de vol, moi je te dis, ouais, il redoute des mauvaises nouvelles. Mais il redoute des mauvaises nouvelles. Mais il paye 14 de vol. Donc il est couvert. Certainement, peut-être. En tout cas, on n'est pas à 10, quoi. Il n'y a pas de complaisance. Donc, si vous voulez, en fait, quand vous allez prendre l'habitude de travailler ces marchés financiers, même si vous n'en faites pas d'options, l'observation que vous allez avoir systématique de la variation de cette volatilité implicite, de comment elle évolue, sur les strikes, est-ce qu'elle monte vite ou pas? Est-ce qu'elle s'appelle un smile, oui, un smile de vol, c'est comme un smile de vol. Comment elles augmentent, et ça. Vous entendrez parler de ça, de smile. Eh bien, en fonction de comment elle est sur le mois en cours, le 2e mois, le 3e mois, l'expérience plus lointaine, parce que normalement, à long terme, la volatilité implicite devrait tendre vers la volatilité historique. Si vous connaissez à peu près la volatilité historique, si je vous dis la volatilité historique, c'est 13. Si on est à 11 sur 6 mois, vous allez me dire, un peu de complaisance là. Et si je vous dis, elle est à 15, il y a un peu de méfiance. Ça vous renseigne. Pas où on va aller. En tout cas, de ce que font les gens. C'est-à-dire que vous allez en déduire qu'à 15, ils se protègent peut-être. Et vous allez vous dire que, à toute chose égale par ailleurs, peut-être qu'il n'y aura pas de vente, parce qu'ils se protègent. Évidemment que s'il y a un événement, on n'est pas des devins. C'est ça qui est difficile. On n'est pas devins. Et en plus, même sur des données fondamentales, les gens ne sont pas tous d'accord. Hein. Les économistes ne sont pas tous d'accord. Enfin, je veux dire, on se moque de l'analyse technique, on dit oui, l'analyse technique, c'est dire dans le marché café, etc. Il y a autant d'avis que de traders, d'analystes. C'est pas très éloigné pour également ceux qui font de l'analyse fondamentale. Ça gère peut-être un petit peu, mais évidemment, il y a des grandes lignes, mais bon, ils n'ont pas tous les mêmes avis. Et en tout cas, si vous voulez, quand vous prenez conscience de ce que c'est une vol implicite, de comment elle est travaillée, de son évolution, de la vol, là aussi c'est important. Là, on arrive sur une liaison, mais c'est-à-dire que comment la vol varie? Est-ce qu'elle varie vite, pas vite? Tout ça, c'est important. Comme regarder, par exemple, la volatilité de la liquidité. Je parle parfois, quand c'est flagrant, ça veut dire que quand il y a vraiment des marchés qui réagissent aux news, etc., ben, vous n'avez pas de liquidité, vous avez beaucoup, vous n'en avez pas. Et c'est pas évident. Hein. Mais enfin, en tout cas, j'insiste sur le fait que vous intéresser aux options, encore une fois, c'est pas forcément pour en faire, même si c'est regrettable de ne pas en faire, parce que ça fait partie intégrante du fonctionnement des marchés. Et ça va énormément vous renseigner, je vous en supplie. Ce que je vous dis là, c'est primordial. Alors c'est chiant, hein, il va falloir se pencher, il va falloir étudier un petit peu, il va falloir regarder, mais c'est passionnant. C'est-à-dire que moi, par exemple, je suis avec copains, mais surtout si, bon, ils aiment bien être un peu cartésien, un peu. Je dis, mais tu vas avoir de quoi te raccrocher à des choses. C'est-à-dire que ça va participer au flux d'indications, de messages qui vont te permettre de porter un vrai jugement. Tout en sachant que ton jugement, c'est pas devin, quoi. Et ça te permet en tout cas d'optimiser ta manière d'aborder les marchés financiers, d'aborder le trading, d'aborder ton investissement, d'aborder tout. Pas forcément le trading à jouer, hein. Voilà. Et ça, c'est notre recommandation pour commencer à se former un petit peu sur les options.
Un bouquin, Internet. Alors, moi qui ai fait de la formation, qui vends de la formation, je pourrais vous dire, en maintenant, ce que j'ai fait comme expérience, c'est que j'ai demandé à des IA de me faire un plan de formation sur les options. C'est génial. Ah, qu'est-ce que j'aurais gagné comme temps? Et après, de leur dire, t'appuies sur le bouton, tu dis développe ça. Il développe bien. Hein. Ouais, seulement c'est hyper théorique. Rien que ce que je viens de vous dire là, vous ne le trouverez nulle part. Ça, tu ne le trouves pas. Non, c'est pas, alors pour moi, c'est primordial. En fait, c'est bien, mais c'est basique. Enfin, c'est pas basique, ce sont les bases. Tu peux aller chercher la complication, hein. Tu peux aller redémontrer les calculs d'options, comment c'est calculé, comment on en arrive à la console ou autre, tout en sachant qu'un mouvement de bourse, c'est aléatoire, donc comment c'est... Bon. Mais rien que quand je vous dis, intéressez-vous à ça, 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 regardez ça, ça et ça, notamment la couverture, ben, ils n'en parlent pas. Alors, les options, ils ne parlent pas de la couverture. Pourtant, la couverture, c'est la base. Ils n'en parlent pas. Et pourtant, en vous parlant comme je vous ai fait, je peux vous sauver la vie. Quoi. Alors, prendre conscience. Tu sais, moi, au début, je suis allé, et vous savez que cette formation que j'ai faite, elle était assez courte, hein, mais c'était des formations pour les gars qui allaient donc diriger les bureaux, les desks, les bureaux options, les desks options, dérivés. Donc, pour surveiller les couvertures, les risques, etc. etc. Donc, c'est vrai que moi, cette première formation que j'ai faite, c'était sur, en gros, quels sont les risques des prises de position, prendre conscience des couvertures. Bon, donc, c'est vrai que ça m'est resté, moi, c'est quelque chose de naturel. De toute façon, quand vous êtes un acteur des marchés financiers, comme je suis tout le temps, j'ai tout le temps des positions. Il n'est jamais arrivé de ne pas avoir de position. Tu es confronté à ça tout le temps, donc tu dois faire attention, donc tu sais que tu peux sauter, donc tu te dis, oh là là, puis tu prends conscience de l'évolution des choses, avant ça bougeait comme ça, puis après comme ça, et puis parfois ça bouge très violemment, puis le lendemain il ne se passe plus rien, enfin, c'est strange, hein. Donc, encore une fois, il y a une explication à beaucoup de choses, mais elle n'est pas fondamentale, elle est technique. Parce que ces trucs-là ont pris une part très, très, très importante dans la construction des marchés. Alors, quand je parle de construction des marchés, les gens disent, c'est quoi les constructions? N'importe quoi. Il y en a, ils ont des... Est-ce que, je sais pas, si vous avez, imaginons, 50 millions, est-ce que vous allez investir 50 millions sec sur le marché? Ou si votre banquier vous dit, c'est un expert, il vous dit, bah, écoutez, vous achetez 50 millions de fonds ETF sur l'indice Eurostoxx 600, par exemple, et puis vous allez le couvrir par des stratégies options, ou vous allez optimiser par... tout simplement, il vous dit, tiens, vous avez 50 millions, vous vendez 50 millions de futurs. Et au lieu de faire un ETF, on va faire une sélection des meilleures valeurs, je pense. Tu achètes les 10 meilleurs, encore une fois, et tu vends un futur. Tu joues là l'écartement du portefeuille qui monte plus fort que la bourse. Et faites cette expérience. Essayez d'être objectif. Vous prenez, par exemple, faites un portefeuille de fiche, 100 euros, et vous mettez les valeurs que vous auriez eu envie d'acheter. C'est difficile, hein, parce qu'on est évidemment un peu impacté par le fait qu'on sait le résultat, mais vous vous dites, bon, je vais faire un truc quand même, je ne vais pas mettre le LVMH parce que ça va période avec explosé, donc c'est la gueule, mais bon, vous allez acheter 10 belles valeurs, même 5, simplement 5. Et vous regardez sur 3, 4, 5 ans, la différence, parce que si tout s'écroule, votre futur a couvert votre portefeuille. Et si ça monte, elle monte, mais l'idée c'est est-ce que dans ces mouvements comme ça, est-ce qu'à un moment donné, l'écart ne va pas se creuser?
Et vous allez voir que sur parfois 3, 4, 5 ans, vous avez des différences de 30%. Vous avez bien sélectionné l'équipe. Et l'idée, c'est comme vous avez 50 millions, vous n'avez pas envie de les faire, vous vous retrouvez dans un tractard où la bourse divise par 2. Bon, ben, si ça divise par 2, ben, vous avez déjà un gain de 25 millions sur votre position de couverture. Et si vos actions, qui sont les meilleures qui soient, et que vous n'êtes pas trompé, ben, elles ont divisé non pas par 2, mais elles ont perdu 40%, déjà, vous avez perdu de l'argent. Et surtout, vous évitez le risque. Parce que en bourse, c'est pas simplement je joue la hausse, je joue la baisse. Hein. Et justement, c'est ça qui est dans la construction, c'est qu'il y a beaucoup de positions, et aujourd'hui, les positions, c'est pas pour. Regardez les volumes. Vous voyez bien que les volumes, plus rien. Le matin, à l'ouverture des marchés, allez, dans les 10 minutes, tu as 100 millions d'échangés. Après, toute la journée, tu arrives à 17h30, tu as 1 milliard quand il y a grand-chose, 1,5 milliard quand il y a un peu plus de business, sur le CAC 40. Hein. Arrive le fixing à 17h35, et là, vous avez 1,5 milliard. C'est-à-dire que vous avez au fixing autant que toute la journée. Pourquoi? Parce que c'est là où il y a une grosse partie des arbitrages de ce qu'on appelle la gestion de delta. Alors, rentrer dans le détail de ça, c'est pas si facile que ça, mais par exemple, on pourrait regarder ensemble des petites choses, mais vaut mieux être vendeur de call ou acheteur de put? Ça dépend ce que tu penses. Si tu penses que le marché ne va pas baisser. Pour couvrir le portefeuille. Ah, mais si tu veux couvrir un portefeuille, il vaut mieux être acheteur de put. Le vente de call ne couvre rien. Elle amortit. Ouais. Elle ne couvre rien. Ah oui, voilà. C'est vraiment une location. Il y en a qui veulent acheter pour pouvoir acheter. J'arrive dans le compte contraire. Donc ça compense en chute. Ouais. Et c'est plutôt Et ça, je fais. Imaginons que ça, c'est pour ça que vous avez énormément de zéro. On voit la position. Bon. Alors, stratégie. Voilà. Alors, par exemple, imaginons, je fais le call 8100 à l'achat et je vends, je au top, c'est un peu rapide, 1100 avec 200. Alors, j'achète le call, je vais vendre le call 8000 par exemple. Le call 8000, voilà, je le vends, un moins, je vends 100, et 100, pourquoi je mets 100, donc 167, et je veux le couvrir avec du call 8003. Lui, je vais l'acheter, et j'en achète 100. Voilà. 100, vous dites c'est couvert. Eh bien, mon système me dit quoi? Me dit que le delta est moins 20. Alors, je vais préparer. Je ne sais pas. Je vais mettre futur. Je 10. Je vais prendre le contrat à terme. Alors, on va prendre le dernier. On s'en fiche. C'est pas très grave. Donc, on est 2025 10 FCE. Voilà. On est là pour l'instant. Et j'enlève. Voilà. OK. Je vais revenir sur les options. Si je veux préparer quelque chose. Là, si vous voulez, j'achète 100 calls 8003 pour couvrir la vente de 100 calls 8000, mais évidemment, j'ai 300 points d'écart.
Alors, qu'est-ce que je vois? J'ai un coût de stratégie de 104 000 en haut là. À droite, 104 000, prix de la différence de ce que je paye et ce que j'encaisse. Et j'ai un risque important parce que, évidemment, j'ai une position, si vous voulez, qui est vendeuse à 8 000 et acheteuse à 8 300. Si j'enlève ici ça, regardez, il y a marqué moins 42. Pourquoi? Parce que c'est le delta ici de 0,42 multiplié par 100. Chaque option, en fait, a une sensibilité de 0,42. C'est-à-dire que si le marché monte d'un point, l'option va monter de 0,42. Point. OK. Donc là, par exemple, si je veux couvrir ça, eh bien, je dois acheter, si je mets 42 contrats CAC 40, ici, regardez mon delta, il tombe à 0. 0,08 ou 0,8, c'est rien, hein, on s'en fiche. Si je sur 100, c'est 0,00, c'est rien. Donc en fait, là, j'ai hedgé ma position. Si par exemple le marché ici, là, qui vaut 7876, vous voyez là, OK. Si on monte par exemple, alors là maintenant il faut que je mette des simulations. Si on met ici 8000, ben, le problème c'est que mon delta il est à moins 9. C'est-à-dire qu'il faut que j'achète 9 contrats de plus parce que la position des calls 8000 se sensibilise davantage. N'empêche que si on finit à 8000, j'encaisse tous mes calls et j'ai gagné un maximum d'argent. Mais n'empêche que j'ai, à l'instant T, besoin d'une couverture de 9 contrats supplémentaires. Mais en dehors de cela, j'ai besoin de couverture supplémentaire. Donc, si au départ, vous avez joué une position qui réclame trop de couverture, carrément, vous n'allez même pas pouvoir vous protéger parce qu'on va vous demander, en tant que client, il y a des grandes chances que les 42 futurs, eh bien, c'est 42 fois, c'est quoi aujourd'hui la couverture sur les CAC 40? C'est à peu près 5 5 un peu comme ça, 5 000. Donc 42 fois 5 000. Donc il faut les avoir. Si je rajoute, par exemple, ici les options, là, je vais diminuer. J'en ai 20 trop. Donc là, si au lieu de 42, regardez, voilà, là je suis bien. Attends, 21. Diminue. Mais les market makers, ils ont des centaines d'options vendues par marché, etc. Des puts, des calls. Et ils calculent leur sensibilité. Ils calculent deux choses, le delta et le gamma. Le gamma, c'est si ça bouge un peu, de combien varie le delta. Est-ce que j'ai une position hypersensible ou hedgée complètement? Et en fait, la bourse, désolé de vous dire qu'au quotidien, évidemment, ça, c'est le plus gros du boulot. Alors, le plus gros du boulot, c'est l'ordinateur. Hein. L'ordinateur qui, parfois, achète, vend. Qu'est-ce qu'il fout là? Pourquoi il fait ça? Il n'y a pas d'état d'âme. Hein. Parce que tout d'un coup, le marché a décalé. Il faut acheter, il achète. Il faut vendre, il vend. Sans état d'âme. Il suit le zéro. Et qu'est-ce qui se passe? C'est quand le market maker est vendeur d'options. Ça, c'est très important ce que je vais vous dire. Quand le market maker, je n'ai pas dit le professionnel, pas le gérant de portefeuille, lui c'est un tocard comme nous. C'est le gérant de portefeuille. On va le considérer comme ça. Pourquoi? Parce que le market maker, sa position est suivie par un algo hyper pointu qui va acheter et vendre en temps réel. Pas tout le temps, mais il va le faire, par exemple, soit le matin, le soir, parfois si ça bouge beaucoup dans la journée, mais il va suivre. Le gérant, lui, il est comme nous, il fait ça le soir et encore, il va garder son biais cognitif, ce biais psychologique qui fait penser que ça ira mieux demain, ou que attends, on verra demain. Quand le market maker est vendeur d'options, il n'y a pas trop de risques pour le marché financier. Et quand il vend, lui, c'est parce que le client achète. Moi, le gérant.
Mais comme en novembre 2019, là, le gérant, il ne sait plus quoi faire. 6100, ça piétine, il ne sait plus quoi acheter. Et toi, moi, le gérant, on va vendre du foot. Et le market maker, il va te l'acheter. Il va gérer aussi, il va gérer son champ. Ça, il va faire une bloc. Lorsque ça tourne mal, le market maker, il a fait, on s'en fout. Et toi, tu vas te décider pas rapidement. Tu vas prendre du retard à l'allumage. Tu vas avoir un biais qui va te faire attendre demain, attendre tout à l'heure. Et tu ne vas pas couvrir ton risque comme il faudrait le faire. Pas parce que tu es un abruti, mais parce que tu es un humain. Parce que moi, je suis un expert, je suis le meilleur du monde. Et je suis vraiment le roi des cons parce que je ne l'ai pas fait. À certains moments, je ne l'ai pas fait. Parce que tu te dis, oui, mais bon, je vais réussir à faire un truc. Bon, j'exagère en parlant comme ça, c'est pour vous marquer, quoi. Mais si on s'arrête à cette meilleur du monde, alors, je suis un peu mytho. C'est pour vous dire que pourquoi tu es bon en bourse? Parce que tu sais que tu es un imbécile parfois. Tout simplement, c'est comme toute chose. Hein. Parce que tu n'agis pas comme il faut. Tandis parce que tu as un état d'âme, parce que alors que la machine n'a pas d'état d'âme. Donc c'est pour ça que le marché devient dangereux. Quand toi, moi, on est vendeur d'options. Là, ça commence. C'est là où on dit, ah, le marché de la complaisance. Parce que nous, on vend, market maker, lui. Et il va passer à l'acheter. Et si on vend, c'est qu'il ne se passe rien. Si on vend, c'est parce qu'on ne sait plus quoi faire. Si on vend, c'est parce qu'on dit, oh, si ça baisse un peu, ça ne me dérange pas d'acheter à 5,8. Donc, quand on vend, on a tendance à vendre en basse volatilité. On vend parce qu'on ne voit pas le danger. En décembre, moi j'avais dit en novembre, vous avez 3 mois pour tout vendre. Reprenez l'émission. Parce que je commence à dire au début, bon, moi, c'est Guillaume Sommer qui me dit, attendez, Jean-Louis, je ne comprends pas ce que vous êtes en train de dire. Il y a un problème? Je dis, oui, il y a un problème. Barrez-vous. Et là, je dis, barrez-vous, le fameux barrez-vous. Vraiment, à ce point-là, je dis, oui, c'est dangereux, la situation. Et donc, c'est ce genre de choses que vous allez être capable de comprendre, d'appréhender, de voir. Parce que vous allez voir comment a évolué la vol implicite, comment les gens sont en train de se positionner, comment le marché devient en train de... Encore une fois, c'est pas écrit dans le marbre que ça va s'écrouler. Quand j'ai tout bazardé, etc., j'ai vu la baisse, j'ai vu aussi la technique de vente, je ne savais pas qu'il y en avait un peu. 3 mois, 2 mois plus tard, elle dit, n'empêche que moi, la seule chose que j'avais dit, si jamais il y a un catalyseur négatif, ça va créer un effet domino important. Je ne pensais pas qu'on allait avoir 3008, à 6100, j'imaginais qu'on puisse tomber peut-être à, je ne sais pas moi, 5000. Et pas à 3008. Je ne m'attendais pas évidemment à ce genre de choses. Mais n'empêche que dans la première partie, je m'en suis bien tiré. Il y en a, ils sont morts dès le début. Et quand ils sont morts, quand tu pars de 6100 et que tu vas chercher 3008, t'es mort. Hein. Mais si tu as commencé par gagner gros et que tu repères un peu, c'est pas grave. C'est moins grave. Moi, souvent, dans les extrêmes, je suis un peu contrariant, donc je souffre. Mais je gagne beaucoup, je souffre. C'est-à-dire que j'en perds, mais je joue quand même correctement. Et quand ça revient, je regagne. Sans le marché, c'est ce que je disais un jour à Toiti, parce qu'il dit toujours, et puis écoute, le marché, il vaut son prix, parce qu'il me dit ça vaut 4007 à l'époque. Puis écoute, le marché, il vaut son prix 2 fois par an. Quand il monte et quand il descend, il passe par son prix normal. Et il ne reste jamais longtemps. C'est ça le truc qu'il faut comprendre. C'est que, et on avait eu une discussion là-dessus, parce que bon, aujourd'hui, il a des idées extrêmement négatives sur l'économie, les marchés, etc. Et à cette époque-là, il était du char. Il a toujours. Et donc, il me dit, ça vaut 4007. Je vois, peut-être. Je suis d'accord avec toi, je pense qu'on va y retourner. Et en fait, on y est retourné en passant à travers, quoi. Donc, on n'y est même pas resté en 4007.
Donc, ce n'était pas un vrai prix, ça n'existe pas un prix d'équilibre. Bon, voilà. Et ce truc-là, imaginez, appliqué à des centaines de positions, des milliers de facteurs, et une usine à gaz. Et je vous promets que c'est passionnant. C'est-à-dire que s'intéresser à ça, c'est comprendre beaucoup de choses. C'est vraiment, moi, je trouve que c'est pas possible de passer à travers. Alors, on peut, hein, peut-être, hein, l'air liquide, attendre 6 mois, 1 an, 10 ans, c'est moi, ce que tu fous ici, quoi. Si vous êtes là, c'est peut-être que vous avez envie d'avoir un trading, pas forcément de fou furieux, hein, mais un peu dynamique. Vous vous dites, tiens, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est me protéger. Si maintenant, tu as des actifs à la banque, tu peux même te dire, ben moi, souvent, j'ai fait des formations pour des gens qui faisaient du change, par exemple, pour expliquer sur les options, parce que souvent, les directeurs financiers, par exemple, ils vont voir leur banquier, ils leur disent, ben moi, par exemple, j'exporte aux États-Unis, donc j'ai besoin d'un prix de l'euro-dollar. Le banquier, il dit, ben, je te propose une option. C'est comme ça que j'ai commencé avec un copain qui me disait, qu'est-ce que tu penses de l'euro-dollar, etc. Et il me dit, mon banquier me propose ça comme prix. Et il ne sait pas quoi dire. Il dit, ok. Il voit que ce n'est pas donné, quoi, bien sûr. C'est une couverture, c'est jamais donné. De toute façon, quand tu payes, c'est trop cher. Mais j'ai dit, toi, ton problème, il était polytechnicien, pourtant. Bon, il n'est pas formé sur la bourse. Hein. J'ai dit, ton problème, c'est que tu n'as pas d'argument à donner à ton banquier. Si tu es capable de lui dire, la valeur implicite de l'euro-dollar, actuellement, elle est à 9, l'historique est à 8. Là, vous êtes en train de calculer une option avec une vol à 13. Problème. Si vous prenez votre marge et vous mettez 10 de vol, j'accepte, ben après, vous exagérez un petit peu. Ton banquier, il se dit, c'est lui à qui tu parles, il ne comprend rien, donc vous allez remonter au market maker, qui lui va dire, ah, il n'est pas con. Mais tu as un argument. Si tu ne sais pas de quoi tu parles. Et c'est comme ça que j'ai commencé à former aussi, il y a quelques années, des mecs qui faisaient vraiment ça. Fixer des prix, des couvertures. Ah oui, tu vas aux États-Unis, tu as besoin d'une couverture sur l'eurodoll. Dès que tu connais la vol implicite sur des périodes de 3 mois, où tu connais la vol historique, que tu sais que c'est à peu près la moitié des actions, que voilà, que ceci, que cela. À la limite, où on va, tu t'en fous. Tu as envie d'acheter une option. Donc, tu vas te couvrir sur un risque de change. Et ça va vite, hein, regardez. Prenons l'exemple de cette option-là. Je vais me remettre en mode réel, en option, et on enlève ça, ça on s'en fiche. Donc là, on est à 14 de vol. Il vaut 169. Bon, imaginons que le banquier dise, ben, moi je vends une option à 169 sur l'euro-dollar. Oui, mais moi je suis capable de dire, attends, l'euro-dollar, 14, tu te fous de ma gueule, c'est un peu cher. 2 mois, tu le prends pour. Tu essaies de me vendre un truc. Maintenant, imaginons que je mette 10. Bon, on ne fera pas des égards aussi importants. Regardez, 169 sur votre simulation, 105. Quand même 40% dessous. Quoi. Enfin, je veux dire, si tu mets 10 millions de couverture et qu'on te demande plus que 6 millions, du moins les 4 millions, ça va t'en servir pour faire autre chose. Hein. Tu peux même vendre un peu de futur, pourquoi pas. Contrat, tu vends de l'euro-dollar et éventuellement, si tu as un problème, tu achètes, tu fais quelque chose. Quoi. Un petit peu, à la marge. Tu peux faire une couverture complète option, et avec l'économie, à la marge, tu fais autre chose. Désolé, hein, moi j'ai un petit peu moins de 10 millions. Mais en fait, les options, je ne le vois pas comme quelque chose pour couvrir d'autres positions, mais plus sur du spéculatif pur de trading d'options. Ouais. Que c'est quelque chose que vous faites. Alors, l'option a été créée pour 3 manières de voir les choses, c'est-à-dire couvrir un portefeuille, un actif financier,
optimiser un rendement, quelque part, où tu dis je vais vendre des options, donc tu crées un rendement supplémentaire, potentiellement, et en effet, spéculer. Pas de problème. Et après, la base, c'est que tu vas poser comme axiome de base, c'est dans ta spéculation, c'est tu achètes en basse vol et tu vends en haute vol. Et en effet, tu peux spéculer, il n'y a pas de souci. Mais ça ne t'empêche pas de comprendre quand même comment on peut faire. Et il n'y a aucun problème, tu peux spéculer, bien évidemment. De toute façon, les options, c'est des questions-réponses, hein, je vais faire avec vous. Hein. C'est-à-dire que ça code de 9h à 17h30 sur Euronext, Eurex, etc. Et aux États-Unis, c'est 24-24, sauf entre 23h et minuit. Ça code sans arrêt, avec des fourchettes hyper serrées, parce que c'est que des algos qui mettent les prix, alors que sur Euronext, c'est des market makers, il n'y a pas de prix. Donc, ce qu'il faut faire quand on était un peu à la criée, ou quand on était en liaison permanente avec le broker, parce que c'était le début de du marché électronique, il y avait ce qu'on appelle des quote requests, des demandes de prix. Bon, il mettait un prix serré qui était valable au prix, quoi. Si le prix bouge, après c'est valable. Hein. Donc toi tu peux dire oui, lui il dit bah ça vient de bouger, non. Mais si tu dis oui, tu as 5 secondes pour dire oui ou non. Quoi. Tu dis oui, c'est bon. Et tu fais un deal comme ça. C'est une applique, tu appliques avec quelqu'un. Tu connais ta contrepartie, c'est un market maker. Alors, franchement, sur Euronext, c'est étalé. Et c'est pour ça que, alors qu'au départ, les larrons, non, j'aime pas. Mais les turbos, aujourd'hui, j'ai regardé quand même, parce que je faisais des missions dans Telegram, c'est vrai que les prix sont quand même là. Bon, les fourchettes sont un peu plus grandes, mais les prix sont là. Ils vont partie tout le temps. Il y a pas, sur les turbos, tu n'as pas la vol implicite qui joue. C'est que des options dans la monnaie, donc c'est pas, ça joue très peu. Bon, voilà, c'est pas mal. Ça peut être une solution. Avec un accès à tout le monde. Tu n'as pas besoin d'avoir un compte option. Est-ce que tu as un compte option? Oui, pas de problème. Chez eBay? Chez eBay, mais sur les US. Comment? Je fais sur les US. Sur le marché américain? Comme moi. Ok. Tu travailles sur quoi? Sur le SP 500? Oui, voilà, moi aussi. Voilà, tu regardes les fourchettes. Oui, après. Je n'ai pas plus que ça. Mais... Non, mais après, ce que tu ne vas pas percevoir, c'est que tu as les options toujours. Et que l'option de ce soir, là aujourd'hui, l'option, elle était à 10. Ouais. Bon, tu réduis le temps, l'option monte un peu en vol implicite parce que c'est que de la spec. Hein. À un moment donné, tu as que de la valeur. La valeur temps a disparu pratiquement parce que l'échéance, c'est 22 heures pour les options. Parce que là, aujourd'hui, tu as deux types d'options qui arrivent à l'échéance. Attention. Tu as l'échéance à 15h30. Du contrat septembre, c'est 15h30. Et à 22h, tu as l'option déjà du mois de l'échéance de décembre. Regarde. Alors, celle de décembre, c'est la classique, c'est classique. Et celle de 15h30, c'est l'ouverture du marché américain. Là, ça peut être très chaud. Hein. J'ai vu des trucs, waouh! Je me dis, mais où est-ce qu'ils ont été me chercher le prix de compense? Et là, je vous dis tout de suite, ne soyez pas exposé sur le marché américain avec une option échéance trimestrielle, là, tout de suite, dans une heure. Quoi. Vous tournez, hein, rien à voir. Hein. Par contre, en effet, sur le marché américain, vous avez une profondeur, vous avez une quantité, enfin moi je parle aussi, hein, j'ai un petit compte hein, par rapport à bien, hein, et après on peut travailler avec 50 000 balles ou un peu plus. Bon, de toute façon, j'ai jamais caché, j'ai toujours dit, je travaille entre 1 et à une époque, plutôt, ça bougeait beaucoup parce que j'ai retiré des sous, mais c'était entre 2 et 4 millions d'euros. Voilà,
ne pensez pas que je travaillais avec 10 millions, par exemple, non, je travaillais avec moins. Et aujourd'hui, j'ai encore limité, je vais avoir peut-être 2 millions sur mon compte. Et encore, je me divise en 3 ou 4, 500 000, 500 000, 500 000, parce que je fais attention à ne pas être bloqué quelque part, quoi. Donc je travaille avec plusieurs brokers, voilà, c'est tout. Et c'est largement suffisant si on joue bien pour gagner bien sa vie, hein, attention. Hein. Donc moi, je ne joue pas avec 50 ou 100 millions, hein, non. J'ai joué 50 millions de nominal avec 10 fois la mise. Là, c'est un peu fou, quoi. C'est des périodes un peu parfois. Mais je vous dis encore une fois, là où j'ai fait le plus, c'était en 2007, 2008 sur 2007-2008. C'est-à-dire que c'est là où j'ai gagné le plus, 8, 9, 10, 11, 12. Et je suis passé par des moments de stress. Je suis patate, hein. Parce que, quand le 19 septembre 2008, le marché qui partait à la baisse à 3009 monte à 4003 le soir, le jour d'échéance de septembre. On se retrouve à 4003. Les bancaires étaient à plus 25% de hausse. Les markets étaient à l'agonie. Parce qu'il y a des problèmes de couverture, problèmes de clôture de position. À 22h, 23h, ils ne savaient plus où ils en étaient. Il y avait un corner sur le marché. 10%. Les bancaires ont pris 25, c'était juste avant qu'elles déposent le bilan. Ah oui, quelque part. Parce que c'était septembre 2008 et Merrill Lynch dépose là en octobre, etc. C'est là que tout s'effondre. C'est-à-dire juste avant que les marchés s'effondrent en 2005, à cette époque-là, il y a eu ce 3009 où tu te dis, oula, on rentre dans la zone extrêmement dangereuse. Et à cause des phénomènes de construction de marché, de couverture, etc., on est monté à 4003. Je me souviens très bien, c'était un jour où il y avait Valpel qui faisait son salon de trading, là, je ne sais pas quoi. C'est dingue, 4003. Le lundi, je vais shorter, le lundi, j'arrive, on reste à 4003 le matin. Derrière, moi, ce que j'ai vécu, c'est un peu comme dans le film Margin Call, où à un moment donné, c'est vrai, j'ai eu des situations, parce que j'ai anticipé, parce que j'avais une conviction fondamentale, notamment sur la subprime, j'ai shorté, mais j'ai souri, j'ai eu peur, pas peur non, mais j'ai pleuré, ça veut dire, j'ai souffert, voilà, quand t'es technique, c'est tellement mieux, puis surtout quand on a la réponse rapide, là, ça a duré, ça fait longtemps. Enfin, ça a été chaud, c'est vrai que c'était une période où on a pu gagner beaucoup. Et puis, j'ai beaucoup plus de mal. C'est pour l'accepter, hein, c'est la vie. Mais bon, ces options, les faits américaines, il y a beaucoup de strikes, beaucoup de prix, beaucoup de densité, très peu d'écart entre la allemande, c'est exceptionnel. Je ne sais pas si tu en fais, donc tu dois savoir. Tu fais vraiment de l'intraday là-dessus? Oui. Ouais. Donc, il ne va pas me contredire. Vous avez des écarts dans la journée, parfois. Moi, ça m'est arrivé d'acheter un call à 2 ou un put à 2, et le soir, il vaut 70. Alors, ce qui est con, c'est que je ne l'avais en fait pas acheté, mais je l'avais racheté. Une fois, ça vous arrive 3 fois. Les habitudes, je suis arrivé, mais bon. J'avais shorté pendant 4 ans, à un moment donné, puis j'avais plus rien. La journée, j'avais des trucs j'ai liquide, et puis 2, je sors, il reste 3 heures, 4 heures liquide. Le temps, tout d'un coup, le marché il part dans la direction en plus que tu imaginais. Là, tu dis, mais pourquoi je n'ai pas acheté quelques options à 2, quoi? Pourquoi j'ai juste soldé? Tu bêtes, liquide. Et c'est pour ça que parfois, vous allez voir en trading, la différence tient un peu de choses entre gagner et perdre, ou bien entre gagner et perdre, ou même faire fortune quelque part. Parce que même si ce n'est pas des sommes astronomiques, tu achètes à 2, tu vends à 70, c'est entre
guillemets, c'est une fortune. C'est un coût incroyable. Tu as certainement remarqué qu'il y a des options qui passent de 2 à. Il y a des options passées de 2 à 100.